Alors bonjour, bienvenue dans cette émission, septième colonne. Septième colonne, c'est drôle quand même. La septième colonne, c'est la colonne de la reliance. C'est à la fois celle du chakra coronal et celle du chakra racine. Ça dépend dans quel sens on la prend, cette édification des colonnes. C'est celle qui concerne la relation à la sagesse rusée qui est notre ultime frontière avec le monde de la sagesse. Sagesse qui ne doit pas être orientée vers l'ego, mais vers ce qui est. L'ego, comme notre ultime frontière, représente cette section du temple intérieur dont la septième colonne représente en réalité la transcendance pour parvenir à toucher au ciel de l'immanence. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la relation entre la procédure et le sens. Nous remplaçons notre quête de sens par une quête de procédure. La procédure devient l'enjeu, alors que l'enjeu authentique, c'est la question du sens. Et encore, quand je dis ça, il faut que le sens fasse sens. Si le sens ne fait pas sens, le fait de chercher le sens n'est qu'une procédure. Donc il faut avoir objectivement compris l'importance du sens dans la Sophia Perennis, la manifestation de la recherche de la perpétuation au-delà de notre ego, du monde phénoménal tel qu'il nous a été transmis, avec les améliorations possibles que nous pouvons y apporter via les graines de nos actes. Et c'est ça précisément la Sophia Perennis. Cette sorte d'esthétique absolue du goût, de la contribution, d'être, qui rend vivante la vie, qui rend présente la présence. Alors, dans ce cadre-là, la procédure. On constate que nous avons, de par les institutions qui sont au-dessus de nos têtes, des ennemis procéduraux et des alliés procéduraux. Et tout ça est entièrement lié à notre illusion que la procédure est l'objectif, alors qu'elle n'est qu'un moyen que l'ego trouve pour coller à son avatar psychique, à cet avatar psychique qu'il représente, pour faire coller la conscience à cet avatar psychique qu'il représente, c'est-à-dire la volonté de Narcisse de se noyer dans son miroir. Et finalement, nous créons des distorsions du réel en ayant des alliés objectifs qui sont nos ennemis procéduraux et des ennemis objectifs qui sont nos alliés procéduraux. Et on est perpétuellement dans une espèce de faux vrai qui, d'un autre point de vue, est un vrai faux. Et ça, c'est perpétué par toutes nos institutions, y compris spirituelles. Il faudrait donc que nous puissions aller au-delà de nos appartenances particulières, de nos regards particuliers, et définir une approche où nos procédures puissent se conformer à la nature de ce qui est. Objectiver nos procédures. Donc, ne pas modéliser en soi la procédure, mais l'adapter
par le jeu du vivant, par le grand esprit tout qui est en nous et qui nous dit à chaque instant si la procédure est juste, si elle est adaptée, si elle est adaptable, si elle est réformable ou si elle est nulle. Et seule l'interaction objective de notre être à un instant donné, dans une situation donnée, peut nous permettre d'avoir assez d'éléments pour analyser, comprendre et réaliser ce qu'est vivre plutôt que simplement de coller à cette procédure de l'ego. Et voilà le grand point. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça ? L'allié objectif, c'est celui qui nous transmet la nourriture spirituelle, le vivre. Lorsque notre allié objectif se présente, il se présente sous un jour souriant à notre destinée. Mais pas seulement à notre destinée, au sens de notre destinée, au lien, et plus qu'au lien, à l'écosystème tout entier de notre réalité, au champ de conscience et d'être lui-même. Par rapport à là où nous sommes, dans le champ de conscience, l'allié objectif représente un progrès, une étape de plus dans l'histoire. Et là, on comprend l'importance de passer le relais aussi plus tard au niveau de la finitude de l'être, puisque dans cette finitude de l'être se trouve la beauté de la transmission de la cellule, qui est la monade du vivant, la cellule, qui nous a créés et que nous allons transmettre d'une manière ou d'une autre. Soit dans la vie, soit dans la mort. Au sens où quand vous pissez, quand vous déféquez, vous transmettez du mort, et pourtant ce mort va servir le vivant. C'est pas complètement mort, en fait. C'est un état recyclable de la dégradation. La dégradation, je vous rappelle, est la base du pétrole, qui est la base du mouvement dans nos civilisations. Et pourtant, ce sont des animaux, des végétaux qui ont pourri pendant des millions d'années. La fameuse blague de le jouet du dinosaure était un dinosaure. Le dinosaure est un vrai dinosaure. Donc, nous sommes des dinosaures dans ce sens-là. Et ce qu'il y aura après nous aussi. Et tout est l'objet d'une même perpétuation de ce principe qui n'est pas complètement relié à la diffractation dans la multitude des formes, puisqu'elle est adossée à la monade des principes
Et c'est là où on en vient à un principe important, c'est la différence entre paradigme d'une part, qui est temporel et humain, et axiome, qui est principiel et universel. On est en quête en fait de nouveaux paradigmes, alors que la véritable quête, c'est la quête axiomatique. Il ne s'agit pas simplement de faire de nouveaux paradigmes pour faire de nouveaux paradigmes, ni de faire de nouveaux paradigmes pour continuer la même histoire paradigmatique, mais d'utiliser les paradigmes en les adossant à des axiomes pour parvenir à réaliser le mieux possible ces axiomes. C'est ce qu'on appelle le progrès. Et ces axiomes sont définis par Aristote, entre autres. Une chose ne peut pas être vraie et fausse à la fois. Il faut qu'elle soit vraie, soit fausse. Sinon, ce n'est pas une chose. Ce n'est même pas une opinion. C'est tout juste un concept, une théorie, ou disons plutôt un théorème, ou même une hypothèse. Et encore, je ne suis pas sûr qu'on prenne la chose sous le bon angle. Il faudrait dire plutôt que c'est une vue de l'esprit. Si nous construisons ces nouveaux paradigmes autour de vues de l'esprit, de choses qui sont à la fois vraies et fausses, ou qui sont remplies de faux, nous n'adossons plus positivement notre société sur l'efficience du rapport au réel, mais sur une nouvelle forme de transcendance qui perpétue le jeu des dominations symboliques et qui perpétue le jeu de notre déconnexion, de notre attachement à l'ego et du rappel perpétuel à l'avatar psychique, au procédé, au processus, à la procédure, si vous voulez, à la procédure. Et donc nous ne faisons que créer des institutions qui continuent la procédure, qui nous séparent de l'allié objectif et de l'ennemi objectif, qui nous séparent de la coopération comme leçon essentielle de la théorie des jeux, et qui nous ramènent vers des logiques destructives. Encore une fois, le paradigme doit être adossé à l'axiome. C'est ça la quête d'efficience. C'est ça le progrès. C'est ça la Sophia Perennis. La sagesse pérenne. Canaliser les anciens. Si on ne fait pas ça, on est Gorgias. On estime que tout est permis. Gorgias, l'ancêtre de Machiavel, d'un point de vue philosophique. Voilà les amis, donc cette image représente une jeune juive enceinte d'un Romain soldat qui se présente au temple pour obtenir l'union avec ce soldat qui est le père de l'enfant. Mais le rabbin, ou le grand prêtre, si vous voulez plutôt, se tourne vers la mère et considère qu'elle est victime d'un abus puisque le Romain est un Romain, ce n'est pas un Juif, qu'à l'époque, la paternité juive est essentielle à la transmission du judaïsme et que pour défendre l'intérêt de la mère dans sa perception de grand prêtre, il va se prononcer contre l'union entre l'homme et la femme, séparant l'enfant de son père objectif et plaçant la mère dans une position très délicate au regard de la loi juive, la faisant considérer comme adultère, puisque la loi juive veut à la base que si la femme a été prise par un homme, l'homme doit l'épouser. Mais le grand prêtre en juge autrement, puisqu'il considère à ce moment-là que le soldat romain n'est pas inclus dans la loi juive. Ce qui est inédit, puisque cette loi de la Torah se perpétuait à l'égard des autres peuples, dans l'objectif d'intégrer au judaïsme la lignée, quelle que soit la paternité. Et que la paternité se rattache, se solidarise avec
avec le judaïsme, pour créer une sorte de matrice commune à travers le judaïsme. Mais là, le grand prêtre en juge autrement, car ce soldat n'est pas seulement romain, il est germanique. C'est un romain germanique, polythéiste, qui ne veut pas renoncer à ses cultes, qui refuse de transmettre le judaïsme à sa descendance, et qui considère cette femme comme sa tendre chère, mais pas au point de céder un iota de ce qu'il est, ni de céder sa descendance aux Juifs, puisqu'il a droit à la citoyenneté romaine, et à honorer le Dieu qu'il voudra, ou les dieux qu'il voudra. Et cette triangulation est une sorte de jeu, si vous voulez, qui ressemble à victime, bourreau, sauveur, vous savez, le triangle de Cartman, où il n'y a pas de bon et de mauvais. Qui est l'allié objectif dans ce cas? Le père, la croyante, le grand prêtre. Cette triangulation ne peut pas être résolue parce que c'est un paradoxe. Ce paradoxe fait que les trois personnes sont victimes. Le grand prêtre va perdre à la fois l'alliance du Romain, puisque le grand prêtre est issu de la reconnaissance par Hérode, qui est placée par les Romains, et va perdre la fille croyante, puisqu'il la livre au sort des adultères. Le soldat romain va perdre l'enfant et la femme, et son union administrative avec le Sanhédrin, donc avec les Sadducéens, donc avec les Juifs, donc son autorité en tant que participant au régime de la Judée. Donc il participe à un vent de rébellion, au conflit judéo-romain. Donc il perd tout également. Et la femme, elle perd le père, sa religion. Elle n'a plus que l'enfant, si elle arrive à le garder en vie. Elle va devoir fuir où ça, en Égypte. C'est un paradoxe. C'est une situation alambiquée, mais c'est une situation qui n'a pas de solution. Et on voit le conflit perpétuel, la perpétuation de la blessure narcissique qui conduit à des alliés et des ennemis procéduraux, créant des hostilités sans fin qui n'ont pas de solution parce qu'on regarde la procédure en vue de l'ego et ce que j'appellerais l'ego de l'institution, la racine du pouvoir que l'on exerce, la casquette, la mode, l'avatar psychique collectif de l'institution qui nous amène là et qui nous donne du pouvoir ou pas. Et dans cette situation, le grand perdant, c'est l'enfant. Le quatrième, qu'on ne voit pas, qu'on devine. Imaginez un peu le désastre. Voilà, c'était cette considération sur la procédure et le sens. Je vous laisse réfléchir au sens de l'enfant. Et je vous dis à tous une très bonne soirée sur la 7e colonne, avec d'autres émissions qui viendront plus tard. Vous pouvez regarder celle qui est en tête de la chaîne, en allant sur la page d'accueil de la chaîne, vous avez la vidéo d'hier. Grande réflexion qui vous permettra d'aller plus loin dans la réflexion encore de ce soir, et qui nous permettra d'approfondir les sujets préparatifs de la nouvelle chaîne Présence Vivante qui est en train de se monter à côté.
où je vous invite à aller vous abonner, qui sera ma chaîne secondaire, qui a commencé à avoir une ou deux vidéos, et sur laquelle il y aura des playlists également. Il y en a déjà. Et puis, que dire, cette chaîne ne sera pas monétisée non plus, de toute façon. Vous vous en doutez, c'est pas l'objectif de la maison. Ici, on fait un travail de fond. Ce qui ne veut pas dire que ça ne m'intéresse pas d'avoir vos likes et vos commentaires. Au contraire, je suis tout à fait preneur. On peut regarder ça ensemble. J'espère que je vous ai intéressé. Si vous n'avez pas tout compris, ben, vous pouvez revoir ou faire des recherches. Peut-être intégrer tout doucement à votre rythme. Parce que c'est un vocabulaire très riche et très spécial, très peu générique, très savant. Et j'espère quand même que certains auront suivi pour qu'on puisse échanger sur ces impressions, sur ce que ça vous a laissé comme sentiment, sur ce que vous avez envie de dire, de vous exprimer, de vous répondre et de refaire des vidéos. Donc je dis merci et ciao, salut à vous.